Bonjour, on ressent en ce moment, beaucoup parlent d'un moment charnière, n'est-ce pas? Un sentiment un peu général, comme un appel à vivre différemment. Oui, c'est vrai. Et les documents qu'on explore aujourd'hui, des extraits d'une conférence datée du 14 août 2025, 5D, vibration et conscience, eh bien, ils parlent justement d'énergie puissante qui aiderait à cette transformation. C'est tout à fait ça. Cette conférence décrit un éveil assez large, oui. Et notre discussion aujourd'hui, elle va se focaliser sur un point bien précis, en fait. Lequel? Au-delà des moments où on se sent bien, où on a une haute vibration, comment on fait pour stabiliser ça, Hmm. au quotidien? Comment on passe de simples visiteurs à vraiment habitants de cet état de conscience? C'est ça la question centrale. Ah oui, c'est la question clé. Parce que la source le dit bien, atteindre ces états élevés, cette fameuse 5D qu'on décrit souvent comme un état de conscience euh, plus unifié, centré sur le cœur, Oui, c'est une chose. Mais y rester, y demeurer, ça c'est un art. L'ascension, dans cette conférence, c'est moins un but final qu'une capacité continue en fait. Maintenir sa lumière active jour après jour. exactement. Et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement intéressant. La conférence insiste beaucoup sur le fait que les fluctuations, bah oui, les moments où on sent sa vibration qui redescend un peu après un pic, Ce qui arrive tout le temps, hein. voilà. Eh bien, ce ne sont pas des échecs. Pas du tout. C'est vu comme un entraînement, essentiel même. Chaque descente, entre guillemets, devient une occasion de réactiver consciemment cette lumière, de choisir sa fréquence. C'est ce que la source appelle la maîtrise vibratoire. D'accord. Cette idée d'entraînement, ça m'amène à une métaphore que la source utilise aussi, celle du muscle énergétique. Alors, comment on le renforce, ce muscle, concrètement? Selon la conférence, bien sûr. Ben, par la répétition de petits choix, des choix conscients faits au cœur même des défis de tous les jours, quoi. Par exemple. Choisir activement euh, la douceur quand on sent la colère monter, opter pour la confiance face à l'inquiétude, à l'angoisse, ou même tout simplement prendre une bonne respiration quand le stress s'installe. Ces micro-actions, répétées encore et encore, elles bâtissent notre capacité à tenir une fréquence plus haute, de façon stable. Et la conférence va plus loin, elle identifie des émotions spécifiques qui seraient particulièrement porteuses. L'amour, la joie et la paix. Bon, ce sont des sensations agréables, évidemment, mais comment la source les décrit-elle au-delà de ça? Alors, elle les présente vraiment comme des piliers vibratoires, des outils actifs en quelque sorte. L'amour, c'est la fréquence maîtresse, celle qui dissout la peur, qui harmonise. D'accord. La joie, c'est plus l'élan naturel de l'être, euh, un aimant à synchronicité, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Et la paix, bah, c'est le socle, la stabilité intérieure, l'ancre qui permet de rester centré même dans la tempête. Et c'est ça qui permet à l'intuition de mieux s'exprimer aussi. Intéressant. Et est-ce que la source explique comment ces trois états, amour, joie, paix, interagissent entre eux? Est-ce qu'ils se renforcent juste ou c'est plus subtil? Oui, ils sont décrits comme vraiment interconnectés. Ils se nourrissent l'un l'autre. En cultiver un, ça facilite l'accès aux autres. Ça crée une sorte de cercle vertueux qui élève notre état d'être, naturellement. Et à l'inverse, bien sûr, la conférence parle aussi des ombres, de ces poids, la peur, la colère qui restent, la rancune, la honte, la culpabilité. Comment elle aborde ça? Elles sont vues comme des fréquences plus denses, des sortes d'encre, oui, qui nous tirent vers le bas, vers d'anciens schémas. Mais l'approche proposée, c'est pas de les fuir ou de les combattre frontalement. C'est plutôt de les transmuter. Transmuter, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire les traverser consciemment pour en transformer l'énergie. Par exemple, transformer la peur en développant activement la foi, la confiance. Ou bien comprendre d'où vient une colère pour la transformer en affirmation saine, en action juste. Chaque fois qu'on réussit une transmutation, c'est décrit comme une victoire énergétique. Ça nous allège, ça libère ses ancres petit à petit. D'accord. Et tout ça, ça ne se passe pas juste en méditation sur un coussin, si je comprends bien. La source insiste beaucoup sur le côté pratique, non? Oui, oui, absolument. Maintenir sa lumière, comme dit la conférence, c'est un engagement au milieu de la vie réelle. Ça passe par des pratiques, oui, comme la respiration consciente, la gratitude, mais aussi par le soin qu'on apporte à son corps, à son environnement, son lieu de vie. Et puis, une certaine vigilance par rapport aux influences extérieures, les relations, les médias, même ce qu'on mange. Il s'agit vraiment d'incarner ces principes au quotidien. Bienveillance, respect, protection de son esprit.
Donc, si on devait résumer l'essentiel, maintenir une fréquence élevée, cette lumière, c'est moins un état passif qu'on attend qu'une pratique. Une pratique active, quotidienne. C'est ça. Faite de choix conscients, de la culture intentionnelle de ces émotions élevées, amour, joie, paix, et aussi le courage de regarder nos propres ombres pour les transformer. C'est d'une excellente synthèse, oui. Et la source conclut là-dessus, en soulignant l'impact collectif de tout ça. Chaque personne qui arrive à stabiliser sa propre lumière agit comme un pont, un point d'ancrage pour ces nouvelles énergies. Autrement dit, notre état intérieur individuel, il participe vraiment à la transformation globale. Ce qui nous amène à une réflexion pour terminer, peut-être. Si maintenir sa fréquence, c'est une pratique active, alors quels petits choix conscients pourrait-on faire là, dès aujourd'hui, pour cultiver délibérément juste un peu plus d'amour ou de joie ou de paix dans notre propre journée, en fait? Une question à méditer.